Bien que le transport aérien soit largement considéré comme l'un des modes de transport les plus sûrs statistiquement parlant, 40% des Américains ont encore peur de prendre l'avion. Mais même pour les 60% restants, il existe certains endroits sur notre planète qui suscitent la peur et le malaise chez tous ceux qui les survolent. Des cratères aspirant les hélicoptères aux pistes d'atterrissage les plus risquées de la planète, attachez vos ceintures et embarquez pour un voyage vers certains des endroits les plus dangereux et interdits au survol par les avions. Plateau tibétain. On estime qu'il y a environ 9728 avions commerciaux dans les airs à tout instant. Et si on inclut les avions militaires, cargo et privés, ce chiffre pourrait atteindre les 17 500. En fait, si vous consultez un outil de suivi des vols en ligne, vous pouvez voir exactement où se trouve chaque avion commercial dans le ciel à l'instant présent. C'est assez fou, non? Cependant, vous remarquerez peut-être qu'il existe quelques endroits où il n'y a absolument aucun avion. L'un de ces endroits est le Tibet, où non seulement il n'y a pas d'avion, mais où l'on peut régulièrement voir des avions faire un détour pour l'éviter. Mais pourquoi alors? Eh bien, les avions commerciaux volent généralement entre 31 000 et 38 000 pieds au-dessus du niveau de la mer. Mais dans certaines situations d'urgence, cela peut changer. En cas de dépressurisation de la cabine ou de panne moteur, le protocole pour les vols commerciaux est de descendre à seulement 10 000 pieds, donc à peu près 3 000 mètres. Mais voici le problème. Surnommé le toit du monde, le plateau tibétain a une altitude moyenne de 14 370 pieds, soit 4 000 mètres. Ce qui signifie que tout avion en vol qui rencontrerait une urgence dans sa cabine ne pourrait pas descendre à une altitude sûre sans risquer de finir sa course dans les montagnes. La région compte 7 grandes chaînes de montagnes dont l'Himalaya, qui abrite la plus haute montagne du monde. Avec une hauteur de 8 848 mètres, le mont Everest est presque aussi haut qu'un avion volant à pleine altitude. Sans parler d'un avion en situation d'urgence. Non seulement le Tibet est évité en raison de son titre de région la plus haute de la planète, mais il est également sujet à des turbulences assez intenses. Les turbulences pendant un vol sont des instabilités causées par des changements soudains et violents dans les courants d'air. Si vous avez probablement déjà connu des turbulences légères à bord d'un avion, les turbulences plus violentes peuvent être dangereuses. Les grandes chaînes de montagnes comme celle du Tibet sont soumises à de forts courants d'air qui sont poussés à travers et au-dessus des sommets, créant de graves perturbations de la pression atmosphérique, ce qui peut facilement entraîner une catastrophe pour les avions. Mais le point le plus élevé du monde représente un autre inconvénient pour les avions de ligne. Les endroits situés à une altitude supérieure à la moyenne sont généralement plus froids que les zones proches du niveau de la mer, et le plateau tibétain ne fait pas exception. En hiver, la température reste souvent inférieure à 0 toute la journée avec une moyenne de moins 4 degrés. Cependant, elle peut chuter jusqu'à moins 40 dans certains cas extrêmes. Le kérosène standard utilisé par les flottes aériennes américaines a un point de congélation compris entre moins 40 et moins 53 degrés, ce qui pourrait poser un sérieux problème si un vol devait traverser le plateau tibétain dans des conditions plus froides. Bien que la chaleur des moteurs d'avion permette généralement de contrer le gel du carburant, les accidents de ce type se produisent bel et bien. Le 18 janvier 2008, le vol 38 de British Airways s'est écrasé juste avant d'atterrir sur la piste de Londres Heathrow en raison de la formation de glace dans le carburant de l'avion. L'avion qui effectue un vol entre Pékin et Londres survolait des régions de Sibérie et de Mongolie réputées pour leur froid intense. Bien que le carburant lui-même soit resté au-dessus de son point de congélation, de petites quantités d'eau présentes dans le carburant ont gelé en raison du froid et ont provoqué des obstructions dans les conduites de carburant, ce qui a finalement entraîné une panne des moteurs. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes, mais si vous cherchiez une excuse pour éviter de voyager dans les régions froides, le risque de gel du carburant devrait faire l'affaire. Atterrissage sur la lave. Si les trajectoires de vol glacial suffisent à faire claquer des dents n'importe quel pilote, l'idée d'un vol plus chaud peut parfois faire transpirer, surtout lorsqu'il s'agit de voler près d'un volcan. Alors que les vols commerciaux peuvent atteindre 42 000 pieds, bien plus haut que le sommet de n'importe quel volcan sur Terre, les cendres volcaniques peuvent facilement s'élever bien plus haut. En janvier 2022, le volcan sous-marin Ungatunga Ungaapai, situé sur l'île de Tonga dans le Pacifique Sud, est entré en éruption, vaporisant l'équivalent de 58 000 piscines olympiques d'eau de mer et produisant le plus grand nuage de cendres jamais enregistré. Le nuage de cendres a parcouru une distance colossale de 190 000 pieds, soit 36 miles dans la mésosphère, la troisième couche la plus haute de l'atmosphère terrestre sur 5. Les cendres d'une éruption volcanique comme celle-ci sont très abrasives et peuvent détruire le fuselage d'un avion, ainsi que masquer, voire briser le pare-brise. Cependant, la partie la plus vulnérable d'un avion est son moteur, et traverser des cendres volcaniques peut faire passer d'un avion du vol à la chute en un clin d'œil.
Le 24 juin 1982, le vol 9 de British Airways, en route vers Auckland en Nouvelle-Zélande, depuis l'aéroport de Londres Heathrow, a traversé un nuage de cendres volcaniques. Dans les années 1980, les passagers étaient encore autorisés à fumer dans les avions. Lorsque la fumée a commencé à s'accumuler dans la cabine du Boeing 747, l'équipage a d'abord pensé qu'elle provenait des cigarettes. Mais comme la fumée continuait à s'épaissir et à dégager une odeur sulfureuse, il est devenu évident que quelque chose n'allait pas. Il s'est avéré que des cendres volcaniques s'étaient infiltrées dans les turbines des moteurs. Étant donné qu'un moteur à réaction aspire suffisamment d'air pour vider complètement votre maison en moins d'une seconde, il n'est pas surprenant que la dilution de la concentration d'air frais par les cendres puisse causer des problèmes. Et comme les cendres volcaniques ont fondu sous l'effet de la chaleur des moteurs, elles ont commencé à recouvrir les aubes des turbines, ce qui, comme vous pouvez l'imaginer, pose un problème. Dans ce cas précis, ces problèmes se sont traduits par le pire scénario possible, une quadruple panne moteur. Avec tous les moteurs hors service, le pilote du vol 9, le capitaine Eric Moody, a été contraint de tenter de faire planer l'avion de 37 000 pieds à seulement 12 000 pieds, tandis que les membres d'équipage tentaient désespérément de redémarrer les moteurs. Les passagers étaient évidemment terrifiés et pensaient que ce serait peut-être leur dernier vol. Cependant, comme par miracle, 3 des 4 moteurs ont redémarré lorsque suffisamment de cendres en fusion se sont solidifiées et se sont détachés des moteurs. Étonnamment, cet incident à bord du vol 9 n'a fait aucune victime. Mais le monde de l'aviation est désormais beaucoup plus conscient des dommages que peut causer une éruption volcanique aux avions. De nos jours, la présence de cendres volcaniques suffit à annuler des vols, comme ce fut le cas lors de l'éruption volcanique du volcan imprononçable Eyjafjallajökull en Islande en 2010. À cette occasion, le nuage de cendres était si vaste qu'il a entraîné la fermeture de l'espace aérien de la plupart des pays européens entre le 15 et le 23 avril. Il est donc évident qu'il vaut mieux éviter de voler à travers des cendres volcaniques. Mais que se passerait-il si vous vous retrouviez par inadvertance à l'intérieur d'un volcan? Le 21 novembre 1992, Michael Benson et Chris Duddy, employés de Paramount Pictures, ainsi que le pilote Craig Hoskins, survolaient le cratère volcanique du Kilauea à Hawaï à la recherche d'un lieu de tournage. Tout se passait bien jusqu'à ce que, quelques secondes après avoir atteint le centre du cratère plus haut, l'hélicoptère commença soudainement et inexplicablement à perdre de la puissance, et donc de l'altitude. N'ayant pas le temps d'envoyer un appel de détresse, le capitaine Craig et ses passagers se sont retrouvés en train de descendre dans le cratère d'un volcan en activité. Lorsque l'hélicoptère a atterri sur le sol brûlant du cratère, il a manqué de justesse un lac de lave en fusion, mais se trouvait toujours au milieu des gaz toxiques. Miraculeusement, les 3 hommes ont survécu à cette épreuve grâce à la présence d'oxygène provenant du bord du cratère, et ils ont été secourus après avoir passé 2 jours coincés à l'intérieur. Une enquête menée par le National Transportation Safety Board a déterminé que la cause probable de l'accident était le vol au milieu d'un nuage de gaz volcanique qui a proposé une perte partielle de puissance du moteur en raison d'un manque d'oxygène pour brûler le carburant. Une histoire comme celle-ci est sûre de faire frissonner n'importe quel pilote, ou passager d'ailleurs. Mais aussi fou que cela puisse paraître, il semble que certains amateurs de sensations fortes soient plus que prêts à tenter leur chance. Même si survoler des volcans comme celui-ci peut sembler un peu fou, il est en fait possible de faire un tour en avion au-dessus du Kilauea. J'imagine déjà le formulaire de décharge. Vous risquez de vous écraser dans la lave en fusion, veuillez signer ici. Terre sacrée. Bien qu'elle soit l'une des villes saintes les plus célèbres au monde, vous serez peut-être surpris d'apprendre que la Mecque, en Arabie Saoudite, ne dispose pas d'aéroport public. En fait, les avions ne sont pas autorisés à voler vers la Mecque, ni même la survoler. Mais l'explication de cette interdiction fait l'objet d'un débat animé. Selon les personnes interrogées, 2 théories opposées offrant des réponses très différentes. La première théorie affirme qu'il est en réalité impossible pour les avions, voire les oiseaux, de survoler la Mecque en raison d'une anomalie magnétique dans l'atmosphère. Des publications sur Facebook affirment que le bâtiment emblématique de la Kaaba se trouve exactement au centre des pôles magnétiques de la Terre et interfère donc avec les objets électromagnétiques tels que les avions, et même les oiseaux, les rendant physiquement incapables de voler au-dessus. Bien que l'idée d'un phénomène magnétique si puissant qu'il puisse faire tomber un avion soit terrifiante, cette affirmation ne semble pas très crédible. De nombreux éléments réfutent cette théorie, notamment des photos d'oiseaux posés directement sur la Kaaba ou volant au-dessus, ainsi que la présence d'hélicoptères de sécurité au moment du pèlerinage annuel islamique du Hajj. La raison la plus plausible et non pseudo-scientifique pour laquelle les avions ne survolent pas cette ville densément peuplée est son importance religieuse. Les vols au-dessus du site le plus sacré de l'islam sont interdits pour des raisons religieuses qui interdisent aux avions d'entrer dans la Mecque et plus précisément de survoler la Kaaba. Les non-musulmans ne sont pas autorisés à se rendre à la Mecque et s'exposent à des amendes et à l'expulsion s'ils y sont trouvés.
Cette interdiction est telle que même les passagers non musulmans d'un avion survolant la ville seraient considérés comme enfreignant les règles. Comme on croit que la Mecque est directement reliée au paradis, qui serait situé juste au-dessus de la Kaaba, la survoler serait considérée comme un énorme sacrilège. C'est pourquoi les vols commerciaux l'évitent complètement. Piste risquée. Selon Boeing, 49% de tous les accidents d'avion mortels se produisent pendant la descente finale de l'atterrissage. C'est pourquoi, en ce qui concerne les pistes, les aéroports veillent à ce que les points d'atterrissage soient aussi sûrs que possible. Enfin, la plupart d'entre eux. Certains aéroports semblent avoir oublié cette consigne. L'aéroport de Gisborne est un aéroport régional situé dans le nord-est de la Nouvelle-Zélande. Bien qu'il semble tout à fait normal à première vue, il présente quelque chose de très étrange, voire même dangereux. Gisborne est l'un des rares aéroports au monde à avoir une ligne de chemin de fer en service qui traverse directement sa piste. On pense que la ligne ferroviaire a été construite bien avant que les autorités locales ne le décident, dans les années 40, que ce site était légalement le meilleur emplacement pour un aéroport. Cela a donné lieu à un véritable cauchemar pour les contrôleurs aériens, qui ont dû surveiller en permanence les passages de trains et les atterrissages d'avions pendant plus de 70 ans. En 2012, KiwiRail a pris des mesures pour supprimer certaines de ces lignes ferroviaires qui traversent la piste de Gisborne. Aujourd'hui, le passage à niveau est utilisé exclusivement par le club local de trains anciens. Malgré la rareté des passages de train de nos jours, les horaires des trains et des vols doivent être planifiés avec une précision méticuleuse et la ponctualité est primordiale pour garantir une cohabitation harmonieuse entre les avions et les trains. Heureusement, bien qu'il s'agisse de l'une des pistes les plus dangereuses au monde, aucun accident entre un avion et un train ne s'est produit. Cela dit, je ne voudrais pas être le pilote qui survole ce genre d'obstacle. Et Gisborne n'est pas le seul aéroport à disposer d'une piste d'atterrissage ridiculeusement peu pratique pour les avions. L'aéroport international Princess Juliana n'est pas exactement la référence en matière de préférence des pilotes en matière d'atterrissage. Regardez plutôt. C'est vrai, chapeau bas, littéralement, à tous ceux qui osent s'aventurer sur cette piste de plage. À l'aéroport international Princess Juliana, les avions en approche descendent à seulement 30 mètres au-dessus des baigneurs avant d'atterrir. Selon les normes caribéennes, la plage de Mao à Saint-Martin est peut-être trop bouillante pour être idyllique, mais je suppose qu'elle offre des séances de bronzage les plus exaltantes qui soient. Malgré le décès d'une femme de 57 ans, emportée par le souffle d'un réacteur en juillet 2017, des milliers de personnes continuent à se rendre chaque année à Mao Beach pour profiter des vagues créées par le jet stream. Pourtant, même les pilotes les plus confiants doivent avoir le cœur qui s'arrête lorsqu'ils survolent des personnes à quelques mètres seulement. Pays interdit de vol. On a déjà examiné de nombreux endroits que les avions préfèrent éviter. Mais qu'en est-il des endroits où les avions ne peuvent tout simplement pas voler? La Corée du Nord est considérée comme l'un des espaces aériens les plus dangereux au monde, principalement en raison de son programme de lancement de missiles imprévisibles et du fait que l'armée nord-coréenne tire fréquemment des missiles dans la mer du Japon sans avertissement préalable. Pour cette raison, les pilotes font tout leur possible pour éviter les eaux japonaises et des réglementations spéciales sont en vigueur pour les avions américains dans l'espace aérien nord-coréen. À la suite de discussions avec les États-Unis début 2018, la Corée du Nord a conclu un accord avec l'Organisation de l'aviation civile internationale, stipulant qu'elle avertirait de toutes les activités dangereuses pour l'aviation, y compris les lancements de missiles. Pour ce faire, la Corée du Nord doit enregistrer ce que l'on appelle un avis de mission aérienne. Un avis déposé près d'une autorité aéronautique afin d'alerter les pilotes des dangers potentiels le long d'une route aérienne donnée. Cependant, en mai 2019, la Corée du Nord a repris ses tirs de missiles dans la mer du Japon sans donner aucun avertissement. Et il fallait donc prendre des mesures. En septembre 2020, l'administration fédérale de l'aviation américaine a publié une nouvelle réglementation interdisant à tous les avions commerciaux américains d'entrer en Corée du Nord. Alors que les États-Unis ont pris des mesures pour empêcher leurs propres avions d'entrer dans l'espace aérien risqué de la Corée du Nord, d'autres pays sont plus clairs sur ce qui se passera si un avion se rend là où il n'est pas censé aller. Cuba dispose de son propre kit de règles et de réglementations pour les autorisations accordées aux avions souhaitant atterrir ou même entrer dans son espace aérien. Les vols non programmés ou non autorisés sont interdits dans l'espace cubain et les avions qui enfreignent cette règle s'exposent à des conséquences vraiment terrifiantes. Le 24 février 1996, des avions de combat cubains ont abattu sans avertissement 2 avions Cessna 377 non autorisés mais non armés, simplement parce qu'ils soupçonnaient leurs pilotes d'être opposés au gouvernement cubain. Dans la plupart des autres pays, comme les États-Unis, le protocole relatif à l'espace aérien restreint est géré par des organismes de contrôle qui peuvent approuver ou refuser des demandes de survol. Si un avion non autorisé pénètre dans l'espace aérien, le contrôle aérien contacte d'abord le pilote par radio et lui demande de quitter les lieux.
Si le pilote obtempère, il reçoit tout de même ce qu'on appelle un avertissement bracheur, qui lui fait savoir que les autorités aéronautiques ne sont pas satisfaites de ses compétences de pilotage. Ce qui se passe si un pilote ne se conforme pas aux instructions de contrôle aérien varie d'un endroit à l'autre, mais en général, si un avion est considéré comme une menace évidente, il peut être abattu. Mais même le survol de lieux les plus reculés peut valoir au pilote de se retrouver derrière les barreaux, voire pire. L'île d'Imrali est située dans la mer de Marmara, au large des côtes turques, mais ce n'est pas vraiment une destination de vacances. Loin d'être un paradis, l'île d'Imrali est utilisée exclusivement comme prison depuis 1935 et est classée comme espace aérien interdit, ce qui signifie qu'aucun avion ne peut la survoler. De nombreuses prisons à travers le monde ont restreint leur espace aérien afin d'empêcher les avions et les drones de larguer des objets interdits dans l'enceinte de la prison ou de faire évader des prisonniers. Avec tous ces criminels et ces gardes armés en contrebas, on comprend pourquoi les pilotes ne sont pas très enclins à offrir à leurs passagers une vue aérienne d'un endroit comme Imrali. Et si l'on en croit l'attitude de Cuba à l'égard des pilotes non autorisés, voler dans un espace aérien restreint n'est pas une chose à ajouter à votre liste de choses à faire avant de mourir. Territoire étranger. Connue comme l'une des installations de l'armée de l'air les plus mystérieuses du monde, la zone 51 est synonyme d'histoire d'OVNI. Si la base militaire a toujours été entourée de secrets, le fait que les civils ne soient pas autorisés à y entrer n'a rien de secret. Au sol, la zone 51 est constamment surveillée par des gardes armés. Mais ce ne sont pas seulement ceux qui se trouvent en dessous qui doivent craindre de pénétrer dans cette zone hautement secrète. Une zone d'exclusion aérienne s'étend sur 90 000 acres, et il semblerait que si un avion s'approchait de trop près de l'espace aérien interdit, l'équipe de sécurité de la zone 51 alerterait le pilote par radio et lui ordonnerait de changer immédiatement de trajectoire. Plusieurs panneaux autour de l'installation avertissent que l'usage de la force meurtrière est autorisé contre toute menace perçue. Ainsi, si un pilote décidait de ne pas changer de route, il pourrait bien dire adieu à sa carrière dans les airs, et ce, de façon définitive. Et si être abattu en plein ciel ne suffit pas à dissuader les pilotes, peut-être qu'une rencontre avec un OVNI ou un avion militaire expérimental suffirait à leur faire renoncer à cette route. Air spatial. Les centres spatiaux offrent peut-être certains des espaces aériens les plus passionnants qui soient, mais ils sont très certainement parmi les plus dangereux de la planète, vu qu'on y lance des fusées spatiales et tout le reste. Parmi les autres stations spatiales des États-Unis, l'espace aérien autour du centre spatial Kennedy en Floride est classé comme zone d'exclusion aérienne pour tous les aéronefs, à l'exception des fusées bien sûr. La zone d'atterrissage de la navette spatiale au centre spatial Kennedy, classée R2932, est une zone que les pilotes d'avions non spatiaux ne sont pas autorisés à traverser dans un rayon de 30 miles lorsque la restriction est en vigueur. On pourrait penser que cela perturbe fréquemment les vols commerciaux, mais les lancements de fusées ne sont pas vraiment fréquents, même pour la NASA. Avec 10 ports spatiaux à travers les États-Unis et une moyenne de 37 lancements par an, les pilotes n'ont pas à s'inquiéter de voler trop souvent à proximité des fusées en phase de lancement. Malgré tout, cette simple idée suffit à retourner l'estomac de n'importe quel pilote lorsque la trajectoire de son vol le rapproche d'un port spatial. Protection présidentielle. Il est interdit aux pilotes de survoler de nombreuses zones liées à des personnalités politiques importantes dans de nombreux pays, notamment au Royaume-Uni et aux États-Unis, l'une des plus connues étant la Maison-Blanche. La région de la capitale nationale de Washington DC, où se trouve la Maison-Blanche, est régie par une zone soumise à des règles de vol spéciales. Il n'existe non pas une, mais 2 zones de vol restreintes autour de Washington DC, dont un cercle de 33 miles autour d'un anneau de 15 miles plus strictement réglementé qui encercle la Maison-Blanche. Si un pilote était assez courageux ou assez stupide pour pénétrer dans l'espace aérien présidentiel, il serait probablement intercepté par l'armée qui le forcerait à atterrir. Il serait alors soumis à plusieurs interrogatoires intensifs par les services secrets de l'armée de l'air, qui aboutiraient généralement à la révocation de sa licence de pilote. Et ce serait dans le meilleur des cas. Si les enquêteurs ont le moindre soupçon d'activité malveillante, le pilote pourrait faire l'objet de poursuites fédérales et d'une peine de prison. Et enfin, si cela ne suffit pas, il est largement admis, bien que non confirmé, que le terrain de la Maison-Blanche abrite des missiles à courte portée qui peuvent être tirés sur tout avion inconnu se trouvant dans l'espace aérien interdit. Je sais que si j'étais pilote, je ne voudrais pas voler à 1000 miles près d'un endroit où je pourrais être abattu, et encore moins à 15 ou 30 miles. Le ciel le plus heureux du monde. Jusqu'à présent, on a vu des avions éviter toutes sortes d'obstacles, des bases secrètes aux fosses dangereuses, mais croiriez-vous que les avions ne sont pas les bienvenus dans le ciel les plus joyeux de la planète ? Le Walt Disney World Resort à Orlando en Floride, ainsi que son parc jumeau Disneyland à Anaheim en Californie, sont les 2 seuls parcs d'attractions américains à avoir obtenu une interdiction de vol. En fait, ce sont les 2 seuls sites non gouvernementaux des États-Unis dont l'espace aérien est soumis à des restrictions permanentes. Mickey et Minnie bénéficient donc de la même protection que le président.
Depuis le 27 octobre 2014, les deux parcs ont reçu une interdiction officielle de survol de la Federal Aviation Administration pour des raisons de sécurité non divulguées. Mais cela est probablement dû au fait que les parcs attirent plus d'un quart de million de visiteurs par jour. L'interdiction officielle stipule que les avions doivent rester à plus de 3000 pieds au-dessus des châteaux respectifs des princesses. Cette interdiction est conforme à la loi du Congrès connue sous le nom d'Operation Liberty Shield, qui a également interdit les vols au-dessus des stades pouvant accueillir plus de 30 000 spectateurs. Il est possible de demander une autorisation spéciale pour survoler les parcs Disney, mais la procédure est longue et fastidieuse. Disney a lui-même dû demander une dérogation à cette règle en 2015 lorsqu'il souhaitait lancer une nuée de drones au-dessus de Disney World et Disneyland. Dans sa demande de 42 pages, Disney expliquait vouloir utiliser une flotte de 50 drones illuminés au-dessus du château de la Belle au Bois dormant dans le cadre d'un feu d'artifice nocturne. Il a fallu plus d'1 an pour obtenir l'autorisation de la FAA, qui a finalement donné son feu vert aux drones de Disney en novembre 2016. Vous voulez dire que le roi Mickey doit s'incliner devant les pouvoirs gouvernementaux pour faire voler quelques drones dans son jardin? Eh bien, je suppose qu'il y a des limites aux forces terrifiantes et imparables que sont nos maîtres Disney. Selon vous, lequel de ces endroits serait le plus terrifiant à survoler? Avez-vous déjà vécu des turbulences lors d'un vol? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.